Bonne nouvelle, moi aussi je déteste le conflit. C'est justement parce que je déteste le conflit qu'il faut le gérer. Et ça permet de faire redescendre les émotions pendant ce silence que je m'offre. Si on le faisait avec un tensiomètre, on verrait la différence, mais tout de suite. Bienvenue sur le podcast de Sam, les solutions avancées pour manager. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Frédéric. Bienvenue, Frédéric. Merci beaucoup, merci Marilou. Tu vas nous parler d'une compétence que tu as choisi de remettre au goût du jour en 2026. Est-ce que tu pourrais te présenter de la façon dont tu le souhaites et nous dire quelle est cette compétence ? Je m'appelle Frédéric Rozon, je suis RH de formation et avec une spécificité sur l'accompagnement des managers intermédiaires, sur l'accompagnement donc de leur mission au quotidien, sur le management des équipes, la gestion des conflits, optimiser l'efficacité, la rentabilité de leur activité. Et donc je suis formatrice pour les managers et j'ai aussi une activité de conseil et de coaching, toujours pour cette même cible, pour des problématiques parfois un petit peu plus concrètes. Autant la formation va être un peu plus généraliste, et quand ils ont besoin concrètement au quotidien, dans leur équipe, de travailler, je peux faire du conseil ou du coaching. Conseil, coaching, et alors quelle compétence tu as choisi de venir retravailler aujourd'hui avec nous ? Alors, une compétence très très classique, complètement universelle et intemporelle, la gestion du stress et la gestion des conflits. Intimement liées, ces deux problématiques, et qui aujourd'hui est encore plus d'actualité parce que le monde s'accélère, les managers sont de plus en plus sous pression, et quand on est sous pression, enfin, il y a du stress et des conflits qui naissent. Plus que jamais d'actualité. Voilà. En effet. Aujourd'hui, comment toi on l'aborde quand tu te rends dans les entreprises pour Sam ? Que te disent les experts, que te disent les managers qui rencontrent ces problématiques de stress et de conflits ? Alors, les managers que j'accompagne, en général, ils viennent me voir en disant « Mais comment, en fait, on fait pour gérer un conflit ?» Sachant que 90% de ceux que je rencontre me disent « Je déteste le conflit. » C'est normal. Normal. Finalement, heureusement. Je déteste le conflit, donc je ne sais pas le gérer. Il faut pouvoir aimer le conflit pour le gérer. Donc ça, c'est en général ce qu'ils viennent de me dire. Bonne nouvelle, moi aussi, je déteste le conflit. C'est justement parce que je déteste le conflit qu'il faut le gérer. Et je vais rencontrer donc des managers que je fréquente du coup au quotidien dans leurs événements. Certains qui, leur manière de gérer le conflit, c'est de réagir à chaud. Donc ça part dans les tours, ça réagit trop vite et pas toujours de manière très pertinente. Il y en a d'autres qui disent détester le conflit et du coup qui s'effacent. Donc ils ne vont pas au conflit, ils ne traitent pas, mettent ça un peu sous le tapis et qui se sentent démunis avec un conflit qui grandit parce que ils n'ont rien fait, quoi. Comment tu dirais, tu nous as dit que c'était d'autant plus important en 2026, comment tu dirais que ça a évolué le conflit ces 10 dernières années, par exemple, dans la manière dont on le gère dans les entreprises ? Je dirais que l'accélération du rythme met les managers sous pression. On doit être toujours plus rentable, plus efficace, et il y a de moins en moins de place pour l'humain, pour les émotions des uns des autres, pour la bienveillance, l'acceptation, etc. Donc je dirais que les conflits augmentent et la nouvelle génération qui arrive sur le marché et nous fait transformer aussi, nous transforme le monde. Avec la place du travail qui est pas la même, la place du bien-être qui est quand même un peu qui est un peu plus en avant en fait. Donc c'est une génération qui s'écoute un peu plus, qui écoute les signaux et qui recherche un épanouissement. Et du coup cette transformation intergénérationnelle, mais qui nous embarque aussi. Donc nous aussi on change finalement. On acceptait des choses il y a 15 ans, peut-être qu'on a plus de mal à les accepter aujourd'hui. Ce qui fait qu'il y a encore un conflit générationnel qui est en train de se faire et qui peut générer des conflits par de l'incompréhension. Donc il y a un besoin criant là de traiter ça, d'apprendre à se connaître soi-même et à connaître les autres pour que les conflits s'apaisent le plus vite possible en fait, pour pas créer des fossés entre les personnes. Donc tu dirais que c'est l'intergénérationnel qui a vraiment mis en exergue le côté latent de l'importance de cette compétence du conflit ? Oui, alors je dirais l'intergénérationnel, mais je veux pas stigmatiser une population parce qu'en fait on parle beaucoup de la Gen Z qui transforme le monde du travail, mais en fait c'est pas que la Gen Z. Nous, on a tous changé. Donc il y a l'avant Covid et l'après Covid. C'est peut-être le Covid qui a fait la transformation. Toute génération évolue, mais on évolue avec. La Gen Z, en fait, c'est nos petits frères, nos petites sœurs. S'ils sont comme ça, c'est parce qu'on a bien voulu qu'ils le soient comme ça aussi. Donc, le monde bouge. C'est sûr. C'est quoi le plus grand mythe auquel tu as à faire face en entreprise autour de la gestion du stress et des conflits ? Alors, j'en vois deux.
Alors que je citais tout à l'heure, c'est il faut aimer le conflit pour savoir le gérer. Donc non, c'est pas vrai du tout. Ouais. Parce que si on aime ou on dit qu'on aime le conflit, en fait, on va au clash. On aime le clash et c'est pas comme ça qu'on règle les conflits. Un deuxième grand mythe, c'est le temps arrange tout. Non, en fait, si on n'a pas traité le conflit, le temps va passer, le conflit sera toujours là. Donc ça ne, on met pas sous le tapis, ça n'arrange rien du tout. Ouais. Ouais. C'est les deux grands mythes que j'entends. Comment tu l'approches, toi, du coup, lorsqu'on te sollicite à l'entreprise, à la fois, donc, tu dis, hein, c'est interconnecté, le stress et le conflit. Peut-on dire que si on sait bien gérer son stress, on sait bien gérer les conflits? Non, mais non, mais l'inverse c'est vrai. Si je ne sais pas gérer mon stress, je ne peux pas savoir gérer mes conflits. Donc la gestion du stress et la gestion des émotions, c'est la première étape. Si elle n'est pas faite, on ne peut pas passer à l'étape d'après. Donc je dirais que moi, je le fais en, on va dire, 3 étapes principales. Première étape, c'est j'identifie mon émotion et je la comprends, je comprends le besoin qui est associé. Deuxième étape, c'est j'exprime mon besoin, l'inconfort qu'il y a et le besoin qui est associé. Et comme on est dans une conversation, dans un conflit, il y a 2 personnes. Donc, au moins, en tout cas. Donc, j'identifie le besoin de mon interlocuteur. Et la troisième étape, c'est je gère le conflit. Donc, je recherche la solution. Et la première étape, hyper importante, gestion des émotions. Et du coup, un conflit, ça se solutionne forcément à 2 ou peut-on résoudre des conflits que l'on rencontre soit à cause, entre guillemets, hein, des autres, soit de soi vers l'équipe? Est-ce que c'est quelque chose que l'on peut traiter seul dans son coin? Est-ce qu'il fait impérativement aller discuter à 2? Il faut discuter. Ouais. C'est hyper important de discuter. Par contre, tous les conflits ne se règlent pas. Et là, du coup, c'est une démarche personnelle. Est-ce que j'accepte que le conflit soit pas réglé? Et est-ce que je peux vivre et travailler avec? Ça, c'est une démarche qui est personnelle. Mais ça, c'est quelque chose que je peux pas promettre. On ne va pas régler tous les conflits parce qu'il y a au moins 2 parties dans un conflit. Je ne suis responsable que de moi. Donc, je crée les conditions pour désamorcer. Si l'autre en face ne veut pas, je dois accepter que ça ne se réglera pas. Et est-ce que j'accepte de vivre avec ou pas, quoi? Ouais. Justement, il y a un fort poids qui pèse aujourd'hui sur les managers, sur leur capacité à se gérer eux-mêmes, donc gérer, comme tu disais, leurs propres émotions, celles des autres, et puis à être ceux qui portent cette méthodologie de résolution de conflits. Comment on jongle avec tout ça? Alors, je crois beaucoup au management par l'exemplarité, et après, ça ruisselle, entre guillemets. Le manager, c'est indispensable qu'il travaille son intelligence émotionnelle. Donc, il va travailler les différentes dimensions de l'intelligence émotionnelle. Ça commence par la connaissance de soi et ensuite la connaissance de l'autre. Donc, il y a un travail à faire en tant que manager encore plus pour globalement tous les collaborateurs, mais ça doit commencer par le manager, connaissance de soi. Et dans la connaissance de soi, il y a la compréhension de ses émotions. L'émotion, elle est là, elle n'est pas grave, l'émotion. Ça, c'est aussi une autre croyance d'ailleurs qu'on peut croire, certains managers me demandent, c'est comment j'arrive à effacer mes émotions. Alors non, on n'efface pas les émotions parce qu'en fait, on est des êtres humains et que l'émotion, elle est là pour nous faire passer un message. Et ça, c'est le premier apprentissage du manager, c'est quelle est l'émotion qui me traverse et pourquoi? Qu'est-ce qu'elle veut me dire en fait? Une fois que j'ai identifié ce qu'elle voulait me dire, quel était mon besoin, je vais pouvoir faire du coup ce travail sur mon interlocuteur ou aider mon interlocuteur à faire cette démarche aussi on est dans un conflit, il y a un inconfort en fait de part et d'autre. Qu'est-ce qui te traverse comme émotion? Quel est ton besoin? Et si moi, en tant que manager, je fais cet effort, je vais inciter mes collaborateurs à faire ce même effort. Le manager, il doit poser le cadre, les règles de vie de son équipe. Et donc ça, c'est une première règle de vie qui me paraît être indispensable. Compréhension de soi et de ses besoins et l'expression des besoins. Ensuite, on partage. Tu parlais d'identifier les émotions aujourd'hui. Quelle est la proportion, tu dirais, de managers que tu rencontres qui ne savent pas forcément nommer ces émotions ou quelles sont les émotions existantes et encore moins finalement les besoins associés? Oula, la proportion, alors je n'ai pas de chiffres, mais la proportion est très très importante et j'en croise beaucoup qui ont l'impression de très bien gérer leurs émotions et en fait, ils les canalisent, mais ils ne les gèrent pas dans le sens où il n'y a pas de débordement de l'émotion, ce qui est déjà pas mal, donc il n'y a pas de cris, il n'y a pas de larmes, il n'y a pas de tremblements, etc. Donc les débordements d'émotions. Par contre, ils ne traitent pas l'émotion dans le sens où ils l'étouffent. Ce qui n'est pas à long terme une bonne solution, c'est qu'en fait, ils oublient une information qui est hyper importante et qui risque d'exploser, pas au bon moment, pas devant les bonnes personnes, etc.
Mais donc, on a tous, et c'est un travail presque d'une vie, hein, et de longue haleine, en fait. C'est un peu chaque jour un apprentissage des émotions. Je dirais que 80% des managers sont dans cette situation, à pas savoir gérer ses émotions. Parce que c'est vrai qu'en plus, l'entreprise en rajoute, le climat en rajoute, etc. On est acculé. Il faut réussir à traiter tout ça, quoi. À quoi tu reconnaîtrais, toi, quelqu'un que tu jugerais, du coup, en maîtrise de cette intelligence émotionnelle, capacité à réguler et traiter ses émotions? Comment ça se voit, ce genre de personnes qui ont acquis cette compétence? Alors, ça se voit dans la longueur. En fait, on peut pas le voir. Pendant un entretien, on peut voir que ça se passe bien, mais ça peut être une façade. On est capable de faire un effort. Disons que c'est des personnes qui ont un rythme plus lent, entre guillemets. Disons que face à un conflit, leur premier réflexe, c'est de faire une pause. Ce qui est un très très bon réflexe. On fait une pause pour laisser passer l'émotion, donc le temps de l'analyser et de la traiter. Et qui arrive à exprimer les choses donc avec assertivité. Je ne sais pas si c'est un terme qui est très connu, mais l'assertivité qui est vraiment je vais exprimer ce que je pense dans le respect de ce que je pense, je me renie pas, et dans le respect de la personne qui est en face. Si je vois un manager qui fait un temps de pause, qui pose sa voix et ensuite qui arrive à exprimer de manière très claire et très franche ce qu'il ressent et son besoin sans porter de jugement à l'autre, je me dis que déjà, là, il y a 80% du travail qui est fait. En effet, c'est beaucoup de composantes. Ouais. Si tu devais nous partager, donc du coup, la méthode, toi, que tu utilises pour pouvoir aider nos managers à avancer dans cette compétence de gestion des conflits, et notamment à cette ère de l'intelligence émotionnelle, comment tu t'y prends? Alors, la première étape, donc je parlais d'une méthode en 3 étapes tout à l'heure. Donc la première, c'est l'émotion, la deuxième, le besoin, et la troisième, la recherche de solutions. Déjà, la première étape pour progresser, donc c'est la gestion des émotions qui est à la base de tous les conflits qui peuvent arriver derrière. Et donc pour gérer les émotions, donc je parlais de pause tout à l'heure, mais la pause en tant que telle, c'est hyper important. C'est le temps aussi que l'émotion reste 90 secondes dans le cerveau avant que le cortex redémarre. Donc, il faut au moins attendre 90 secondes. 1 minute 30, c'est long, hein? Oui, c'est un petit peu long. Mais c'est, en fait, dans notre monde actuel, on ne fait jamais de pause, on scrolle, tout va toujours très, très vite. Et on ne sait plus utiliser le silence. Mais en fait, c'est hyper important, le silence. Et on ne fait pas rien pendant le silence. Et donc, une astuce que je donne à chaque fois et qui fonctionne très bien, c'est la respiration. Respirer, alors la respiration carrée qui peut être utilisée par des marins qui font des voyages en solitaire. Sur un voilier, par exemple, ils peuvent pas dormir une grande nuit. Donc, ils sont obligés de faire des temps de récupération efficaces pour le corps. Et la respiration en carré fonctionne bien. Alors, j'explique parce que ça ne veut rien dire. C'est j'inspire très profondément pendant 5 secondes. C'est long, 5 secondes, mais une grande inspiration de 5 secondes. Je bloque en apnée plein 5 secondes. J'expire j'expire pour vider vraiment tout mon air des poumons pendant 5 secondes, et je bloque en apnée vide 5 secondes. Et le fait on peut faire ça pendant 30 secondes, 1 minute, pas plus quand on n'est pas entraîné, sinon on risque d'avoir la tête qui tourne. Donc on commence la cohérence cardiaque, c'est ça? C'est la cohérence cardiaque un peu approfondie. Cohérence cardiaque, c'est des rythmes 5-5 sans les apnées. On peut rajouter les apnées. D'accord. Et si on le faisait avec un tensiomètre, on verrait la différence, mais tout de suite. C'est assez radical. La pression, la tension descend, le rythme cardiaque ralentit aussi. Et on remet le corps dans un état d'apaisement qui donne un signal en fait au cerveau que ça va, en fait, on n'est pas en danger. Quand on est sous stress, le corps primitif, le cerveau primitif entre guillemets, envoie une information qui dit qu'on est en danger. En vrai, dans nos métiers, en entreprise, les managers sont rarement dans un grand danger. Donc le fait de respirer, ça apaise le corps. C'est donc le cerveau comprend qu'il n'est pas en danger et qu'il peut réfléchir. En fait, il a le temps de réfléchir. Donc la respiration, c'est le premier conseil que je donne et qui a des effets immédiats. Donc ta première étape, c'est vraiment cette régulation de l'émotion par la cohérence, pas la cohérence cardiaque, mais la méthode carrée, c'est ça? Et il y a d'autres méthodes, mais celle-là, franchement, c'est une méthode qui est gratuite et facile à mettre en œuvre et qui fonctionne vraiment très très bien.
Et derrière, une fois que j'ai régulé, entre guillemets, mon émotion, ou que j'ai repris un niveau stable, entre guillemets, Voilà. comment je traite Comment je traite? Donc, comme j'ai réussi à réguler mon émotion, mon cortex peut se réveiller et analyser la situation. Et en analysant la situation, on va pouvoir se poser des questions, mais du coup des questions intelligentes, mais dans un état où le cerveau est en capacité de le faire, vu qu'on s'est apaisé. Donc, quel est réellement le problème et quel est mon besoin face à cette situation? Qu'est-ce que j'attends de la situation? Et on décentre le problème de la personne qui est en face de moi. C'est pas la personne qui est en face de moi n'est pas le problème, la situation est le problème. Comme je suis dans un état stable, émotionnellement stable, je suis en capacité de me dire ça. Donc j'identifie le problème et mon besoin et je l'exprime. Dans cette situation, pour atteindre mon objectif, voici quel est mon besoin. Donc je peux exprimer une demande. Donc ça, c'est la deuxième étape. D'accord. Et la troisième étape, tu clôtures comment? Et donc, la troisième étape, disons que c'est, la deuxième étape, donc j'identifie quelle est la problématique et quel est le besoin, et du coup, je demande à mon interlocuteur, lui aussi, dans cette situation, quel est son besoin. On a deux besoins qui s'opposent pas forcément, et si j'ai des besoins, l'autre en a aussi. Donc, il y a un échange là-dessus. Une fois qu'on a acté de nos besoins respectifs, on peut passer à la troisième étape, qui est la recherche de solutions. Et une recherche commune d'une solution qui permet de répondre aux deux besoins. Il y a quelque chose ici de différence de niveau, selon toi, d'un manager plutôt junior versus d'un manager senior, où tu pourrais affiner cette méthodologie en 3 étapes? Oui, alors on va pouvoir l'affiner. Disons que le manager junior, déjà, sa première étape, c'est de réguler ses émotions. Et ça, c'est une étape qui est indispensable. Et à partir de là, ça va régler beaucoup de problèmes. Rien que ça, en fait, le manager junior, il va avoir plus de problèmes que le manager senior parce qu'il a moins d'expérience. Et donc, chaque élément, il peut s'en faire une montagne. Et rien que par la régulation des émotions, il va diminuer le nombre de problèmes qu'il a. Donc ça, c'est la première étape. Et après, avec un manager junior, du coup, on va pouvoir... Donc, il y a la respiration carrée qui fonctionne bien. Et il y a d'autres techniques qui vont pouvoir l'ancrer dans le présent et diminuer les émotions pour qu'il ne se fasse pas submerger. Et après, quand on est plus expérimenté, je vais plus travailler avec des managers seniors sur le développement de l'intelligence émotionnelle. Donc, comprendre les besoins de mon interlocuteur, enfin réaliser déjà qu'on est tous différents et que c'est pas du tout une problématique ça, et donc réussir à comprendre mon interlocuteur. Je disais l'intelligence émotionnelle, la première dimension, c'est la connaissance de soi, et quand on est manager junior, c'est déjà bien de commencer par là, et quand on est expérimenté, on va aller travailler sur la connaissance de l'autre pour pouvoir créer l'alliance. Si tu devais donner un premier exercice, justement, tu nous as parlé donc de la respiration, peut-être utile pour les deux niveaux d'ailleurs, hein, les juniors autant que les seniors. Et pour les seniors, qu'est-ce que ce serait ce premier tips? Toujours pour la gestion des émotions? Des conflits, pardon. Donc, je considère que le manager senior a moins de mal à réguler ses émotions. Donc, la respiration qui maîtrise tout ça. Donc, j'estime que la première étape de la gestion des conflits est faite. Le manager senior, il va travailler beaucoup plus, donc sur la deuxième étape, sur l'expression du besoin. Donc, avec un manager senior, on va travailler sur l'assertivité, énormément l'assertivité, comment exprimer les choses sans porter de jugement, mais en les exprimant pour de vrai, donc le plus clairement possible. Donc, on travaille beaucoup sur l'assertivité. On a tous une manière différente de réagir à des conflits, junior, senior, peu importe. Et donc, plus on va travailler sur cette assertivité, moins on va partir dans nos travers de réaction de conflit. Donc, on va travailler vraiment beaucoup là-dessus, sur cette deuxième étape. Les émotions sont gérées, le cerveau fonctionne. Comment je fais pour créer l'alliance? Donc, on va creuser beaucoup sur l'expression du besoin et sur l'identification du problème. C'est quoi vraiment le problème? Souvent, on a notre idée. Le manager, en fait, on lui demande tout le temps de savoir. Donc, il a son idée de là où il veut aller. Et c'est prendre du recul en disant, mais en fait, là où je veux aller, est-ce qu'il n'y a pas d'autre chemin pour y aller? Donc, ce serait questionner quelque part ce que on établit comme hypothèse à l'entrée. Ouais. Dès le départ. C'est ça. C'est ma solution, c'est pas forcément la solution. Ok. Ouais. Très intéressant. Tu nous amènes ici directement finalement sur un peu des conditions de réussite. Ouais. Qu'est-ce qui fait que ça marche ou que ça ne marche pas un conflit résolu? Alors, ce qui fait que ça ne marche pas déjà, c'est si l'autre ne veut pas. Moi, si je décide de résoudre un conflit, c'est que moi, a priori, j'ai envie. Ok.
Mais si l'autre ne veut pas, je n'irai nulle part. C'est aussi une histoire de timing. Hein. Peut-être que l'autre ne veut pas tout de suite. Et en développant mon intelligence émotionnelle, je saurais discerner qu'il n'est pas prêt. Mais un conflit, c'est au moins 2 personnes. Il faut que toutes les parties soient d'accord pour rechercher une solution. Ça, et la méthode, elle fonctionne très très bien en travaillant l'assertivité et l'intelligence émotionnelle. On arrive à résoudre les conflits à condition que toutes les parties aient envie de le faire. Donc, je peux pas tout garantir. Qu'est-ce qui pourrait... Oui, je dirais que il faut avoir une bonne connaissance de soi, mais c'est toujours de l'intelligence émotionnelle. Il faut respecter le timing, son timing. Est-ce que c'est le bon moment pour moi? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je suis suffisamment apaisée pour le faire? S'il y a trop de tension de part et d'autre, trop d'enjeux de part et d'autre, je peux ne pas y arriver. Parce que finalement, je reste coincée dans mon émotion. Donc, t'impliques ici que c'est une question aussi de lucidité sur l'environnement, pas juste sur son ressenti, quoi. C'est complètement systémique. C'est moi, l'autre, et en fait, l'environnement dans lequel nous sommes, qui peut nous influencer. La résolution d'un conflit, ça se fait en privé, dans un endroit qui est calme, quand chacun est redescendu. Et il faut trouver ce timing. Et il faut trouver le timing où les deux sont en phase. Il y a des conditions quand même pour que ça marche. Alors justement, si on n'est pas en phase, comment tu t'y prends, toi, pour dire, en tant que manager, c'est pas le moment pour moi pour résoudre ce conflit, ou j'ai pas envie d'avoir cette conversation? Est-ce que tu as des astuces? On peut le dire complètement comme ça. En disant, j'ai conscience qu'il y a un problème, peu importe comment on le formule, mais j'ai conscience qu'on a une situation à traiter. Là, tout de suite, les conditions ne sont pas réunies pour que nous aboutissions à une solution. On en reparle dans 1 heure, dans 2 jours. Voilà. On en reparle. Par contre, on fixe une date. pour pas mettre sous le tapis. Par contre, on peut le dire juste comme ça. Là, je suis pas en état pour échanger. Ça n'aboutira pas à un résultat satisfaisant. Mais on doit le faire. Ouais. Moi, je comprends. Tu nous parlais tout à l'heure aussi donc d'une évolution à travers cette intelligence émotionnelle, que c'est des choses qui se travaillent dans la durée. Qu'est-ce que toi, personnellement, tu as dû désapprendre pour pouvoir monter en puissance sur cette compétence à travers le temps? Oh, beaucoup de choses. Donc, la première chose que j'ai dû désapprendre, ou que j'ai dû apprendre, c'est la place du silence. On n'est pas du tout formé dans le silence. Et le monde, de moins en moins, je dirais, c'est presque inquiétant, de moins en moins, il y a de la place pour le silence. Et pourtant, il a un rôle qui est stratégique. Et en fait, c'est vraiment un apprentissage que j'ai dû avoir, c'est que quand on me parle et que je ne suis pas d'accord, on a envie, tout de suite. Enfin, moi, j'avais envie, en tout cas, tout de suite, d'aller au front. Et mauvaise réaction. Maintenant, je me force à rester en silence. Déjà, l'autre continue, pendant que moi je laisse le silence, l'autre peut être incité à développer son idée. Donc moi, ça va me permettre de réfléchir et de trouver peut-être des arguments plus pertinents. Et ça permet de faire redescendre les émotions. Pendant ce silence que je m'offre, je fais redescendre l'émotion et je fais fonctionner mon cerveau rationnel, ce qui est plus efficace plutôt que de se ruer dans l'émotion. Ouais, je comprends. Tu nous accompagnes pendant 2 heures pour justement s'introduire à cette gestion émotionnelle en tant que manager et aussi à ces méthodologies différentes qui existent pour appréhender le conflit de manière constructive. Qu'est-ce que tu peux nous promettre et qu'est-ce que tu refuses de nous promettre? Alors, je refuse de promettre que vous arriverez à régler tous vos conflits à l'issue de ces 2 heures de formation. C'est pas possible. Par contre, vous repartirez avec des tips très concrets. Donc, on va travailler la cohérence cardiaque ou la respiration au carré et différents tips comme ça, hyper concrets, très faciles et tout gratuit à mettre en œuvre. C'est très simple pour déjà gérer les émotions. Et ce que vous allez découvrir aussi, ce qu'on va essayer de décortiquer pendant ces 2 heures, c'est votre manière de réagir face au conflit. On est tous différents et c'est important de connaître sa manière de fonctionner, de prendre conscience de la manière dont on fonctionne. Donc, la première dimension de l'intelligence émotionnelle, c'est la connaissance de soi. Et ensuite, on travaillera du coup une méthode assez rapide qui, en 10 minutes, peut désamorcer une situation conflictuelle. Alors, je redis bien qu'il désamorce si l'autre personne en face est d'accord. Mais donc, vous venez avec vos situations conflictuelles du moment ou vos irritants du moment. Et en 2 heures, on analyse la situation et vous repartez avec une trame de
désamorçage. Des scripts carrément, c'est ça? Ouais, un script un peu détaillé par étapes, structurante, pour aboutir à une solution. Donc je vais découvrir mon profil face au conflit, c'est ça? C'est ça. Comment moi j'attaque, comment moi je me défends? Ouais, c'est ça? C'est ça. Quelle est ta manière de réagir face au conflit? Il y a 4 grandes typologies de réactions et donc on va pouvoir analyser quel est le profil que tu utilises le plus. Ouais, super. Derrière, on peut ou non le connecter à une journée de facilitation pour vraiment mettre en pratique les choses. Pour qui tu penses que ce serait pertinent de passer sur ces 2 formats? Alors, pour tous les managers, de manière générale, c'est important de prendre du recul sur les situations problématiques qu'on rencontre. Mais si vous avez régulièrement, en fait, il y a une histoire de récurrence, hein, si régulièrement vous avez des conflits dans votre équipe, c'est qu'il y a besoin de travailler ça, en fait. Après, on n'a pas tous la même définition du conflit et il n'y a pas de problème. Mais si vous avez l'impression d'être dans un conflit ou dans une espèce de déséquilibre relationnel permanent ou récurrent dans votre équipe, c'est qu'il faut venir. C'est important de faire cette étape-là, cette démarche, pour gagner en qualité de vie. Hein. On peut le faire même en démarche très égoïste. Ouais. Mais, ouais. Tu dirais que ça fait partie justement de ces compétences que l'on peut comprendre intellectuellement sans maîtriser pratiquement, ou bien à partir du moment où on a compris, on est déjà un peu capable de la mobiliser? Alors, la première étape, c'est effectivement la compréhension, mais c'est pas parce qu'on a compris intellectuellement qu'on y arrive, parce qu'en fait, ça touche vraiment à l'émotionnel et au relationnel. Donc, c'est de la pratique, de la pratique et de la pratique. Donc, les exercices de gestion du stress, il faut les pratiquer quand on est en situation hyper sereine. Chez soi, le matin, quand on se prépare, on fait ces exercices de régulation du stress. Comme ça, quand le stress arrive, le corps a déjà le réflexe d'utiliser ces méthodes. Donc ça, pour la régulation du stress, on le sait et ça, je pense que beaucoup en entendent parler quand même régulièrement. Et bien en fait, pour l'apaisement relationnel, c'est la même chose. Si on s'entraîne à parler avec assertivité, même dans les moments où il n'y a pas de conflit, lorsqu'on sera en conflit, on va réussir à remobiliser cette compétence. Mais c'est de l'entraînement, ça se fait pas en un jour, voilà, ça se travaille sur plusieurs années en fait, c'est la régulation des conflits. Donc là, c'est vraiment un cocon pour pouvoir justement, quand il n'y a pas d'enjeu, venir travailler des nouveaux chemins synaptiques quelque part, c'est un peu ça? C'est ça, c'est exactement ça. Et ancrer un réflexe, c'est une méthodologie qui est hyper rassurante. Donc c'est ancrer cette méthodologie pour que le jour où le conflit arrive, en fait, la méthodologie, elle est adoptée, ça passe. En quoi ça te paraît crucial de réadresser aujourd'hui cette compétence-là en 2026? Alors, c'est d'autant plus important actuellement que tout accélère et que les relations humaines, du coup, se diluent un petit peu. C'est lié à beaucoup de choses. Donc, c'est lié à l'accélération, mais c'est lié aussi au mode de travail hybride full remote. Le fait de moins se voir, on diminue les relations sociales. L'avènement de l'intelligence artificielle aussi, qui va limiter aussi, dans certains domaines, les interactions sociales. C'est encore plus important actuellement de travailler les soft skills et les relations humaines. Parce qu'on est humain, on va pas perdre notre identité. Donc c'est encore plus important maintenant de les développer parce que le contexte fait que les relations sont plus dures à tisser. Ouais. Tu dirais qu'il y a des compétences qui sont importantes à maîtriser avant ou après pour mieux gérer les conflits? Je dirais que y a une formation que vous proposez, une chrono aussi, manager sous pression. Je dirais que manager sous pression, c'est bien de l'avoir fait avant, parce qu'une des sources de stress, c'est la gestion de l'emploi du temps, hein, du rythme qui est très lourd. Et quand on est sous stress, donc on va plus aller vers du conflit. Donc si on arrive à apaiser son emploi du temps, à reprendre le contrôle de son emploi du temps, on peut arriver sur cette formation gestion du stress et être efficace en travaillant directement sur la gestion de la relation. Ouais. Donc ça, c'est intéressant. Ouais. Super. Pour ceux qui aimeraient approfondir ta thématique, quelles ressources tu recommanderais, que ce soit des livres ou bien des vidéos? Alors, un grand classique, un livre est facile à lire, c'est Cessez d'être gentil, soyez vrai, de Thomas Dansembourg, qui parle de la communication non violente et qui aborde le sujet de manière... C'est très facile à lire, tout public. Senior comme junior, d'ailleurs. Senior, junior, ouais. Et si tu devais donner la parole ici sur le plateau de Sam à quelqu'un, un expert dans ta thématique que tu aimerais entendre, ce serait qui?
Thomas dans son bourg. Thomas dans son bourg, en personne. Que nous Thomas, allons si tu nous convoquer. entends. Merci beaucoup Frédéric. On retrouvera toutes tes dates pour que tu nous accompagnes dans ces chronos et ces mises en pratique sur le site sam.fr. Merci d'être venu. Merci Marie. Et on vous retrouve sur le prochain épisode de Sam, le podcast pour les managers. Merci.